Quelle est la vraie définition de l'exponentielle? Eh bien, c'est très certainement pas celle qu'on vous a apprise au lycée. En fait, l'exponentielle au lycée, elle est définie de manière très jolie. Euh, D'ailleurs, c'est une des premières définitions et démonstrations qu'on vous fait, normalement, dans un minimum rigoureuse. Donc, normalement, c'est assez marquant. Et on vous dit tout simplement que l'exponentielle, c'est la seule fonction continue et dérivable telle qu'on est l'exponentielle, la dérivée de l'exponentielle. C'est exponentielle et l'exponentielle de 0, c'est égal à 1. Et avec ces deux conditions, on vous dit ça vous définit une fonction euh, unique. Et ensuite, ce qu'on vous fait au lycée, c'est qu'on vous le démontre. Et là, on vous fait une très belle démonstration de l'unicité, parce que c'est comme ça qu'on démontre l'unicité. On se prend deux candidats à notre exponentielle qui vérifient les deux assertions. Donc on se prend exponentielle 1 qui vérifie qui vérifie la définition de l'exponentielle, et on se prend une exponentielle 2 qui vérifie aussi la définition de l'exponentielle. Voilà, et à partir de là, un petit raisonnement avec une fonction auxiliaire qu'on note g, et qui est et la fonction qui a x associe exponentielle de 1 sur exponentielle de 2. Alors là, c'est le premier petit manque de rigueur, parce qu'on ne sait pas a priori si exponentielle c'est une fonction qui s'annule ou pas, donc techniquement on pourrait pas trop mettre une exponentielle au dénominateur sans le justifier, mais bon, ça on va passer rapidement. Mais si on dérive ça, eh ben on se rend compte, donc je vous laisse vous en convaincre, vous dérivez juste un u sur v, donc normalement ça vous savez faire, en utilisant le fait que exponentielle prime c'est exponentielle, et ben ça vous obtenez 0 si vous dérivez. Et si vous évaluez cette fonction en 1, enfin en 0, en utilisant la deuxième ligne, la deuxième ligne de ce qui a écrit, vous obtenez g de 0 égale 1. Ce qui fait que comme g est défini sur tout R et que sa dérivée est nulle, eh ben g est une constante, et la constante c'est nécessairement sa valeur en 0. Donc g est égal à 1 tout le temps, donc nécessairement exponentielle de 1 sur exponentielle de 2 ça fait 1, donc exponentielle de 1 est égal à exponentielle de 2. Enfin, exponentielle 1 est égal à exponentielle 2. Et ça nous prouve l'unicité de notre fonction exponentielle, qui vérifie ces deux propriétés-là. Donc en gros, ce qu'on a prouvé, c'est qu'il y a une seule fonction qui pouvait vérifier ça. Donc c'est une preuve assez rigoureuse. Mis à part le exponentiel au dénominateur, mais ça, à la fin de la vidéo, je vous montrerai comment nous en sortir pour bien montrer que en fait, l'exponentielle, elle est bien tout le temps positive. Donc il y a pas, y a pas à s'inquiéter. Donc ça, on le verra en fin de vidéo. Mais en fait, une fois qu'on a défini que votre prof il vous a démontré l'unicité de l'exponentielle, il vous dit ok, c'est bon, bah voilà, on a l'exponentielle, maintenant on va l'utiliser, on va faire plein de calculs, on va faire plein d'exercices et tout le monde va être content. Mais en fait, non. En faisant ça, il a manqué de. Il vous a pas dit quelque chose et il s'est bien gardé de vous le dire. En fait, il a pas montré que ça existait. Il a juste montré l'unicité. Et l'unicité, ça n'a rien à voir avec l'existence. Il y a des choses qui existent et qui ne sont pas uniques, et il y a des choses qui sont uniques, mais qui n'existent pas. Par exemple, si je vous dis, je vais vous faire la même démonstration que ce qu'on fait au lycée, mais avec quelque chose qui n'existe pas. Donc je vous dis, ok, je pose la fonction f, donc, qui a f de 0, bah, associe 0 à 0, donc f de 0 égale 0, et f' de x, c'est une fonction très particulière. Donc déjà, f est dérivable, donc je dis, on définit la fonction dérivable f comme ceci, donc f de 0 c'est égal à 0, et f' de x c'est égal à 1 si x est positif, strictement on va dire, strictement positif, et égal à 0 sinon. Et ben là, je peux montrer l'unicité. Ok, bah pour montrer l'unicité, on se prend f1 et f2, qui vérifient toutes les deux ces conditions-là. On se prend g qui est égal à la différence des deux, et on va voir donc que g' ça va être égal à 0 pour les x positifs et égal à 0 pour les x négatifs, en faisant une petite disjonction de cas sur ceci. Et donc, comme g de 0 c'est aussi égal à 0, parce que 0 moins 0, et ben ça veut dire que g, c'est la fonction constante égale à 0. Donc f de 1 égale f de 2. Et ben voilà. Et là, ce que j'aurais pu dire techniquement, c'est que, ok, j'ai bien défini une fonction, vu que elle est unique. Et ben non, vu que cette fonction n'existe pas en fait. Si vous voulez, je vous ferai une vidéo sur le théorème de Dardoux, mais en fait, ce théorème nous montre que cette fonction n'existe pas. Et donc cette fonction, elle est unique techniquement, mais en fait, elle n'existe pas. Et techniquement, ça pourrait être la même chose qui se produirait pour notre exponentielle. Il y a un monde où peut-être notre exponentielle n'existe pas.
elle est peut-être unique, mais peut-être qu'elle n'existe pas. Et ça, c'est un problème. Donc en fait, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment on peut définir de manière simple, parce qu'il y a plein de définitions pour l'exponentielle. Vous pouvez la définir avec des séries ou en tant que point fixe d'une certaine application avec le théorème de Cauchy-Lipschitz. Là, je vais vous donner une démonstration qui est déjà rigoureuse et qui va permettre de définir l'exponentielle de manière en garantissant son existence. Et en fait, pour faire cette démonstration, ce qu'on peut faire, c'est juste définir le logarithme en premier. Ce qui permet de un petit peu pardonner aux profs de lycée, parce que en fait, ils peuvent pas vraiment faire de démonstration très rigoureuse, vu que au lycée, on voit l'exponentielle avant de voir le logarithme. En fait, la bonne manière de définir l'exponentielle et le logarithme, c'est de définir le logarithme dans un premier temps, et ensuite de dire que l'exponentielle, c'est la fonction inverse du logarithme. Et non pas de faire comme ce qu'on fait au lycée, de définir l'exponentielle, et ensuite de dire que le logarithme, c'est la fonction inverse de l'exponentielle. Le logarithme n'est pas rien, bien sûr. Et c'est là la clé, en fait, parce que le logarithme, en fait, je peux le définir de manière très rigoureuse, en fait. Parce que ln, c'est tout simplement la fonction qui va de r plus étoile dans R, qui a 1 associé 0, et ln', c'est égal à 1 sur x. Voilà, c'est ça notre fonction logarithme, comment elle est définie. Mais là, on pourrait se dire, ok, bah d'accord, je la définis comme ça, mais on a le même problème que pour l'exponentielle. On ne sait pas si elle est vraiment définie. Eh bien si, en fait. Ça, c'est le théorème fondamental de l'analyse qui nous permet de montrer que ceci existe bien. Donc on a bien l'existence. En fait, ln, c'est tout simplement l'intégrale de 1 à x de 1 sur t dt. En fait, le théorème fondamental de l'analyse nous dit que il existe, et on peut la construire, cette fonction. Si vous vous souvenez bien, on l'a construit avec des rectangles qu'on fait avec des épaisseurs de rectangles qui tendent vers 0. Donc avec ça, on peut construire une fonction telle que sa dérivée est 1 sur x. Et on l'a construit à une constante près, et on peut fixer la constante pour que ln de 1, ça fasse 0. Et voilà, donc c'est ça la vraie définition de ln de x. Donc ça, c'est vrai pour tout x qui appartient à r plus étoile. Voilà. Et à partir de ça, on va essayer de montrer que ln de x, c'est bien une bijection. Et si c'est une bijection, on va pouvoir montrer que qu'elle a un inverse, enfin qu'elle a une fonction réciproque, parce que toutes les bijections ont une fonction réciproque. Et si elle a une fonction réciproque, eh ben, on pourra utiliser la formule de dérivation d'une fonction réciproque. Et on verra bien que exponentielle prime, ça fait exponentielle. Et donc on aura bien défini notre exponentielle. Donc pour montrer que c'est une bijection, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Et bien déjà, si c'est une bijection, et ben en fait l'ensemble d'arrivée de ln, ce sera l'ensemble de départ de exponentielle. Donc il faudrait que l'ensemble d'arrivée de cette bijection, ce soit r. Et donc il faut que tous les réels soient atteints. Bon, je vous refais cette partie de la vidéo parce que je me suis rendu compte que dans la vidéo, je me suis un peu compliqué la vie. Donc je supprime pas la partie de la vidéo où je me complique la vie, parce que ça peut quand même être intéressant. En fait, pour prouver que ln est une bijection, ce que je vais faire, c'est essayer de comparer la définition de ln, donc l'intégrale de 1 sur t, avec la somme harmonique, donc la somme des 1 sur k. Et il y a plein de démonstrations qui prouvent que la somme des 1 sur k diverge et qui n'utilisent pas le fait que ça ressemble au ln. Donc on prend une démonstration du fait que la somme des 1 sur k diverge, et on fait une comparaison avec l'intégrale qui définit notre ln, et ça nous prouve que ln diverge. Mais bon, ça c'est un peu compliqué à faire, et c'est compliqué pour rien. Donc là en fait je vais vous montrer une démonstration beaucoup plus simple. En fait il suffit de se rendre compte que la formule de ln de x plus ln de y égale ln de x fois y, en fait elle est assez simple à prouver à partir de cette démonstration. Donc c'est juste, on fait un changement affine, donc je vous montre comment on fait à l'écran. Et donc, pour montrer que c'est bien une bijection, ce qu'on peut dire, c'est qu'elle est strictement croissante. Pourquoi? Parce que sa dérivée, c'est 1 sur t, et ça ne s'annule jamais. Et c'est tout le temps strictement positif. Donc, c'est une fonction strictement croissante. Donc, ça sert déjà à prouver que c'est une bijection entre l'ensemble d'arrivée et entre l'ensemble de départ et l'ensemble d'arrivée. Et pour prouver que l'ensemble d'arrivée, c'est R, et ben, on va utiliser le fait que c'est strictement croissant, parce qu'on va utiliser le fait que ln de 2, comme c'est strictement plus grand que ln de 1, bah c'est strictement positif.
Et ln de 2 puissance moins 1, c'est strictement négatif, comme c'est plus petit strictement que 1, que ln de 1. Et donc, ce qu'on peut se dire par TVI, c'est que l'image de de R plus étoile par la fonction ln, ça va être un intervalle. Ça, c'est juste le TVI. Toutes les valeurs intermédiaires sont atteintes, donc c'est un intervalle. Ensuite, cet intervalle, on va regarder à quoi il ressemble. En fait, c'est un intervalle qui contient des nombres arbitrairement grands. Il contient les ln de 2 puissance n, donc qui sont égales à n fois ln de 2. C'est ln de 2 plus ln de 2 plus ln de 2, c'est ça. Et donc, n fois ln de 2, ça tend bien vers plus infini parce qu'on avait vu que ln de 2, c'était strictement positif. Ln de 2 puissance moins 1, c'est strictement négatif. Donc, ln de 2 puissance moins n, ça tend vers moins l'infini. Et donc, comme c'est un intervalle qui contient des suites qui tendent respectivement vers plus l'infini et moins l'infini, alors ça veut dire que cet intervalle, c'est tout R. Et donc ça nous prouve bien que ln réalise une surjection sur R, et comme ln est injectif car strictement croissant, ln est bien une bijection entre R plus étoile et R. Et on va pouvoir définir l'exponentielle la, euh, comme la réciproque de ln. Donc l'application qui va de R dans R plus étoile. Voilà. Donc je vous laisse avec la deuxième manière de prouver que ln est une bijection. Un peu plus compliquée, mais je la trouve intéressante quand même. Elle permet de bien se familiariser avec la série harmonique, donc la série des 1 sur k. Donc si vous êtes au lycée, c'est parfait, vu que vous allez beaucoup la voir, cette série. Alors comment on va faire ça? Et ben en fait, il suffit juste de montrer que ln de x tend vers 0, enfin tend vers plus l'infini, quand x tend vers plus l'infini. Pourquoi? Parce que, en fait, on a très simplement, avec un petit changement de variable, vous faites le changement de variable x, enfin u égale 1 sur t, donc vous obtenez, là vous obtenez 1 sur 1 sur u, là vous obtenez du sur u carré, avec un moins devant, donc le moins je peux le mettre ici, et là c'est l'intégrale de 1 à 1 sur x. Et ce qui fait que vous obtenez la relation très connue que ln de x c'est égal à moins ln de 1 sur x. Voilà. Donc en gros, si je prouve que ln de x tend vers plus l'infini, et ben ça veut dire que, si je prouve que ln de x tend vers plus l'infini en l'infini, ça prouve que ln de x va tendre vers moins l'infini en x tend vers 0. On le voit avec la relation ln de x égale moins ln de 1 sur x. Donc voilà, il y aura juste ça à prouver. Et comment on va prouver ça? Et ben en fait, on va utiliser la définition, on va dire que c'est défini par une intégrale, et on va faire une comparaison un petit peu série intégrale. Mais cette fois-ci, on va la faire dans le sens inverse de ce qu'on a l'habitude de faire, parce que d'habitude, ce qu'on essaye de faire, c'est comparer la série à l'intégrale, parce que l'intégrale, on la connaît bien. Mais là, c'est la série qu'on va bien connaître. On va comparer ln de x à la série des 1 sur n. Donc la série harmonique. Donc je rappelle la définition de la série harmonique, ou de la somme harmonique, vu que pour l'instant, c'est pas une série. Et d'ailleurs, la série converge, donc je sais même pas si on dit série harmonique, vu que techniquement la série diverge. Bon, j'irai vérifier. Donc c'est la somme de n allant de 1, donc si je mets un n, donc, comme j'ai déjà mis un n, c'est la somme de k allant de 1 à n des 1 sur k. Et ça, on va essayer de comparer cette série, enfin cette somme, à notre intégrale. Alors comment on va faire? Tout simplement, on va dire que hn, c'est tout simplement égal à 1 plus tous les termes après le deuxième terme. Bon, j'ai juste mis le premier terme à part. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça c'est juste pour dire que ce cas-là, il va être plus grand que t, pour t qui varie entre n-1, enfin entre k-1 et k. Donc c'est juste pour ça que je le fais. Donc s'il est plus grand le k et qu'il est au dénominateur, bah ça ce sera une minoration. Pourquoi? Parce que j'ai montré que hn tend vers plus l'infini, et donc si hn tend vers plus l'infini, et ben ce qu'il y aura de ce côté-là de l'inégalité, bah, ça va tendre aussi vers plus l'infini. Donc je vais faire ma minoration, donc c'est 1 plus la somme pour k allant de 2 à n de l'intégrale de k-1 à k de 1 sur t. Voilà, donc la plus petite valeur de 1 sur t, c'est 1 sur k. Et donc ça, bah, c'est partial, ça c'est tout simplement égal à 1 plus ln de k. Enfin ln de n du coup. Voilà, donc maintenant on a bien que hn, c'est plus petit que, hn-1, c'est plus petit que ln de n.
Donc ça, on est très content, parce que si on arrive à prouver que Hn-1 tend vers plus infini, donc que Hn tend vers plus infini, ça nous dira que Ln tend vers plus infini. Et pourquoi je dis que Ln tend vers plus infini et pas Ln de n tend vers plus infini pour tous les entiers ou je ne sais quoi? Ben, tout simplement parce que Ln c'est une fonction croissante. Oui, j'aurais pu le préciser, mais la dérivée de Ln c'est 1 sur t. Et 1 sur t c'est toujours strictement positif. Donc c'est une fonction strictement croissante, Ln. Donc si j'arrive à prouver que Ln tend vers plus infini sur les entiers, et ben il va tendre vers plus infini sur tous les raies. Comment je fais ça? Et ben en fait, on va utiliser une démonstration du fait que Hn tend vers plus infini, mais qui n'utilise pas le Ln. Et pour ça, il y en a une très 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 connue, qui est tout simplement d'essayer de regrouper les termes du Hn et de les minorer. Donc je vais vous montrer l'exemple avec H8, qui est égal à 1 plus 1 sur 2 plus 1 sur 3 plus 1 sur 4. Voilà. Et en fait, ça, je vais pouvoir remplacer chacun des dénominateurs par la puissance de 2 qui est immédiatement après. Enfin, par la plus petite puissance de 2 qui est après ce nombre au dénominateur. Donc pour le 1, ça va rester 1. Pour le 1 sur 2, bah, comme 2 c'est une puissance de 2, ça va rester 1 sur 2. Et en fait, je veux que des puissances de 2. Et mais comme 3 c'est pas une puissance de 2, bah, je vais le remplacer par une puissance de 2. Et la plus petite qui est plus grande que 3. Donc en fait, ce que j'obtiens là, en fait, c'est pas une égalité, c'est une minoration. Et donc 1 sur 4, c'est une puissance de 2, donc c'est 1 sur 4. Ensuite, la plus petite puissance de 2, qui est plus grande que 1 sur 5, ça va être 1 sur 8, et ça va être comme ça jusqu'à 1 sur 8, etc. Et on voit bien là que, en fait, à chaque fois, il y a 2 fois plus de termes constants, quoi. Et donc là, en fait, ça, comme il y a 2, 1 quart, ça fera 1 demi. Comme il y a 4, 1 huitième, ça fera 1 quart. Enfin, non, ça fera 1 demi. Et finalement, en fait, si je continue ce processus indéfiniment, là j'ai pris le 8 qui est 2 puissance 3, mais si je prends h 2 puissance n pour, en toute généralité, bah, j'aurai que h 2 puissance n c'est plus grand que 1 plus 1 demi plus 1 demi plus 1 demi, autant de fois qu'il y a 2 puissance quelque chose, donc 1 demi fois 2, 1 demi fois n, donc n sur 2. Alors ça, en fait, ça se démontre par récurrence, hein. Bon, l'idée, c'est exactement l'idée que je vous donne là, mais je vais vous donner la formule rapidement qui permet de faire l'hérédité. En fait, c'est tout simplement de se rendre compte qu'entre 2 puissance n plus 1 et 2 puissance le tout n plus 1, enfin 2 puissance parenthèse n plus 1, et ben en fait, il y a exactement 2 puissance n termes. Ce qui fait qu'on peut passer d'un rang à l'autre. Voilà, donc ça c'est pas très important. Ce qui est important, c'est juste de se rendre compte que h puissance 2 h2 puissance n, ça tend bien vers plus l'infini. Et en utilisant cette minoration-là, et ben on a bien que ln n, ça va aussi, enfin ln de 2 puissance n, ça va aussi tendre vers plus l'infini. Ln de 2 puissance n, ça tend aussi vers plus l'infini. Ln est une fonction croissante, et ben en fait je peux même pas le vérifier en fait sur tous les entiers que ça tend vers plus l'infini. Je peux le vérifier sur toutes les puissances de 2, et si ça tend vers plus l'infini pour toutes les puissances de 2, enfin en se restreignant aux puissances de 2, comme la fonction est croissante, et ben on a que ln de x tend vers plus l'infini. Quand x tend vers plus l'infini. Et quand x tend vers 0, et ben ln de x, qui est égal à moins ln de 1 sur x, ça on l'avait prouvé par un changement de variable, et ben ça tend, quand x tend vers 0, comme ceci, le 1 sur x à l'intérieur va tendre vers plus l'infini, alors ln de 1 sur x va tendre vers plus l'infini, et donc comme il y a un moins devant, ça va tendre vers moins l'infini. Finalement, par le TVI, ln de r est égal à r plus étoile. Non, ln de r plus étoile, c'est l'ensemble de définitions, est égal à r. Parce que ça va de moins l'infini à plus l'infini. Donc vous faites le TVI et vous vous en sortez. Finalement, comme ln est strictement croissante, alors ln qui va de r plus étoile dans R est une bijection. Et là, on pose et on définit exponentielle comme ceci. Exponentielle, c'est la fonction réciproque de ln. Et pas l'inverse. C'est pas ln qui est défini comme étant la fonction réciproque de exponentielle. Donc exponentielle, c'est une fonction. C'est une fonction, donc on échange les deux trucs, qui va de R dans R plus étoile. Et là, en fait, c'est ça la preuve
que exponentielle ne s'annule pas. En fait, la preuve que l'exponentielle ne s'annule pas, c'est dans, c'est dans la définition de l'exponentielle. Et ça va nous aider pour justifier l'unicité de l'exponentielle, du coup. Alors, il reste encore à prouver les deux choses. Donc, il faut prouver que l'exponentielle vérifie bien les deux axiomes. Donc, est-ce que exponentielle de 0, ça fait 1? Bah oui, parce que ln de 1, ça fait 0. Donc, par définition d'une fonction réciproque, exponentielle de 0, ça fait 1. Ok, et maintenant la deuxième. Exponentielle prime, est-ce que c'est égal à exponentielle? En fait, ce qu'il faut dire, c'est que comme ln prime ne s'annule pas, parce que c'est 1 sur t, alors exponentielle est dérivable en tant que fonction réciproque de ln. Voilà, donc ça c'est une petite démonstration qui est assez sympa. C'est de dire que si la fonction, en fait, elle s'annule pas, donc enfin si la dérivée de la fonction ne s'annule pas, donc si il n'y a pas des paliers sur la fonction, et ben en fait la réciproque, eh ben, elle va être aussi dérivable. Donc si vous voulez, je pourrais faire la démonstration en vidéo si vous avez envie, mais peut-être que vous la connaissez déjà cette démonstration. En tout cas, c'est pas évident, ça demande une démonstration, donc dites-moi si vous la voulez. Et donc, comme on sait que exponentielle c'est dérivable, eh ben je peux tout simplement dériver l'expression suivante. Donc pour tout t appartenant à R, on a que ln de exponentielle de t, c'est t. Donc en fait la démonstration qui nous dit que exponentielle est dérivable comme ln est dérivable, en fait elle nous donne la dérivée de exponentielle, enfin elle nous donne la dérivée de la fonction réciproque, mais c'est une formule assez compliquée à retenir, la dérivée d'une fonction réciproque, alors qu'il y a une technique toute simple pour la retrouver. Pour la retrouver, en fait, c'est tout simplement d'écrire la relation qui définit le fait que c'est une fonction réciproque, et ensuite, on dérive cette relation. Donc à droite, ce qu'on peut dériver, c'est le t, donc ça fait 1, et à gauche, on dérive le 1 sur le ln, donc ça fait 1 sur exponentielle de t, et on dérive l'intérieur. Et ça tombe bien parce que l'intérieur, c'est notre fonction dont on cherche la dérivée. Donc ça me fait exponentielle prime de t, en dérivant. Et donc, là, on fait passer le exponentielle t de l'autre côté, et on obtient bien que exponentielle prime est égale à exponentielle. Donc ça aussi, c'est vérifié. Donc je peux enlever le point d'interrogation. On a bien défini notre fonction exponentielle. Et on l'a défini, on a prouvé son existence en tant que fonction réciproque. Une fonction réciproque existe. Si on a une bijection, la fonction réciproque existe. Et maintenant, on va prouver son unicité. Alors pourquoi on peut prouver son unicité maintenant? Et ben en fait, je peux juste me prendre une fonction exp0 qui vérifie les deux axiomes, donc exp0 de 0 égale 1 et exp0 prime égale exp0. Et là, je définis mon g comme étant exponentielle 0, enfin exp0, c'est difficile à dire, divisé par exponentielle. Mais là, on va se dire, ok, j'ai toujours le même problème, exponentielle, ça peut s'annuler. Eh ben non, parce que exponentielle, c'est une fonction qui, par définition, arrive dans R plus étoile. Donc elle va pas s'annuler, donc vous dérivez ça, vous trouvez bien que g' égale 1, enfin g' égale 0, donc g égale 1, et donc exponentielle est unique. Voilà, c'est la fin de cette démonstration. J'espère que vous l'avez aimé. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner, parce que je vais faire plein d'autres vidéos, n'hésitez pas à liker également. Et d'ailleurs, j'en profite pour vous prévenir que je reprends les cours particuliers, donc si vous avez envie de vous améliorer en maths, eh ben vous pouvez m'appeler, le lien est dans la description. On verra si je peux vous aider. Je vous remercie, passez une très bonne soirée, et à la prochaine.